On assiste aujourd'hui à une véritable révolution dans le monde du travail. Vous en avez forcément entendu parler, c'est la gig economy, l'économie des petits boulots. Alors sur le papier, ça fait rêver. Flexibilité, autonomie, être son propre patron, mais ça soulève aussi de vraies questions sur la sécurité de l'emploi, sur la précarité. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière la simplicité d'un clic sur une application? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pensez-y, commander un repas, réserver un VTC, trouver un freelance pour une petite mission, tout ça est devenu complètement banal. Ces services font partie de notre quotidien. Mais ils reposent sur une immense armée de travailleurs invisibles dont la réalité est souvent bien plus complexe que l'interface épurée de nos smartphones. Alors concrètement, la gig economy, c'est quoi? Eh bien, c'est un marché du travail où l'emploi permanent, le bon vieux CDI, est de plus en plus remplacé par des contrats très courts, des missions ponctuelles. Au milieu, on a des plateformes numériques qui jouent les intermédiaires, elles connectent des travailleurs, qui sont considérés comme des indépendants, avec des clients. Bref, on passe du salariat classique au travail à la tâche. Et ça change absolument toutes les règles du jeu. Justement, qui sont ces travailleurs qui font tourner cette nouvelle économie? Leur profil, leur motivation, tout ça varie énormément d'un pays à l'autre. Mais petit à petit, les données nous permettent de dessiner un portrait robot qui est à la fois fascinant et, il faut le dire, parfois un peu inquiétant. Premier arrêt, le Japon. Là-bas, une étude très poussée des données bancaires a montré quelque chose de très clair. Le boom de la livraison de repas, ce sont les jeunes qui le portent. La tranche des 20-30 ans est ultra majoritaire. Ça suggère que ce type de travail attire une génération qui cherche de la souplesse ou qui, peut-être, a du mal à trouver des alternatives plus stables. Mais c'est quand on regarde leurs finances que ça devient vraiment parlant. Les chiffres sont sans appel. Leur trésor est disponible et dramatiquement plus faible que celle des autres salariés. Pour que ce soit concret, imaginez qu'environ 70% d'entre eux ont moins de 100 000 yens sur leur compte. Ça fait à peine 600 €. C'est très peu. Ça laisse penser que beaucoup font ce travail, non pas par choix, mais par pure nécessité financière pour joindre les deux bouts. Mais attention, la précarité n'est pas toujours la seule explication. Si on change de continent, par exemple au Moyen-Orient, le travail sur plateforme peut devenir un véritable outil d'émancipation pour les femmes. Dans des sociétés où les normes sociales peuvent limiter leur accès à l'emploi traditionnel, la gig economy leur permet de gagner une indépendance économique en travaillant depuis la maison. Le foyer, un espace privé, devient un lieu de production. C'est une manière assez incroyable de détourner l'outil numérique pour bousculer les structures sociales. Et voilà, on y est, on est en plein dans le cœur du débat. La gig economy, c'est une véritable épée à double tranchant. Ça oscille en permanence entre une promesse de liberté et un risque bien réel de précarité. C'est ce conflit central qui rend sa régulation si diablement compliquée. Cette tension, on la retrouve partout. D'un côté, il y a la promesse, le marketing, l'autonomie, la flexibilité des horaires, un accès super facile au marché du travail. Et de l'autre, il y a la réalité vécue par beaucoup de travailleurs. Un patron remplacé par un algorithme tout-puissant, des revenus qui font le yo-yo et surtout une absence quasi totale de filet de sécurité. Pas d'assurance maladie, pas de cotisation retraite. Justement, parlons-en de ce fameux contrôle algorithmique. Ça sonne un peu science-fiction, mais c'est très concret. Ce n'est pas un manager en chair et en os, mais c'est un système tout aussi puissant, sinon plus. Les plateformes utilisent ce qu'on appelle la ludification. Des scores, des badges, des bonus pour vous pousser à travailler toujours plus. Elles vous surveillent en permanence via la collecte de données. Les systèmes de notation transforment les clients en managers de fait. Et la communication, elle est quasiment à sens unique. Impossible de négocier. L'autonomie promise en prend un sacré coup. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que la gig economy n'est pas un bloc uniforme, non. Son visage change radicalement selon le pays, selon son contexte économique, social et, bien sûr, sa législation. Prenons les pays d'Asie du Sud-Est. Là-bas, le travail informel, c'est la norme depuis des décennies. Les plateformes numériques n'inventent pas la précarité. En fait, elles viennent la structurer, la numériser. Elles piochent dans un immense réservoir de main-d'œuvre déjà habituée à travailler sans contrat ni protection sociale, ce qui pose des défis complètement différents. Et parfois, un événement mondial vient tout accélérer. Retournons au Japon. La pandémie de Covid-19 a été un véritable détonateur. Après la déclaration de l'état d'urgence en avril 2020, le marché de la livraison de repas a littéralement explosé. Ça a propulsé ce secteur au premier plan et ça a attiré une toute nouvelle vague de travailleurs. Dans certains cas, c'est même une stratégie voulue et encouragée par les gouvernements. Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, des plans très ambitieux comme la Vision 2030 de l'Arabie Saoudite poussent activement au développement de cette économie. L'objectif est clair, diversifier les revenus du pays, réduire la dépendance au pétrole et surtout, créer des emplois pour une jeunesse hyper connectée. Face à cette expansion fulgurante et très diverse, les gouvernements du monde entier sont un peu démunis. Ils peinent à trouver la bonne réponse. La question c'est comment protéger les travailleurs sans pour autant tuer l'innovation. Le résultat, pour l'instant, c'est une véritable mosaïque d'approches réglementaires qui partent souvent dans tous les sens.
Et quand on regarde de plus près, c'est un vrai casse-tête. En Inde, par exemple, on a créé un statut spécial pour ces travailleurs, mais on les exclut du salaire minimum. En Chine, le gouvernement impose des directives, mais les entreprises trouvent des parades en passant par des agences tierces. Singapour, de son côté, a voté une loi assez avant-gardiste qui impose des cotisations retraite et une assurance accident. Et au Vietnam, on reconnaît un travail sans relation de travail, mais dans les faits, les chauffeurs restent sans protection. Bref, on est loin, très loin, d'une solution universelle. Tout ça nous amène à une question fondamentale, une question pour notre époque. La gig economy ne va pas disparaître, elle est là pour rester et elle continue de transformer nos sociétés. Le vrai défi pour nous tous, pour les années à venir, ça va être de trouver le juste équilibre. Comment profiter de l'innovation et de la flexibilité de ces plateformes, tout en garantissant que le travail, peu importe sa forme, conserve sa dignité, sa sécurité et sa juste valeur. La réponse qu'on apportera à cette question définira l'avenir du travail pour des millions de personnes.